auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. Déclaration ce 16 juillet 2022 du syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs, grossistes, mais également le syndicat national des transiteurs du Niger sur la grève qu'il prévoit de 72 heures à partir de ce lundi 18 juillet 2022. La suite avec le secrétaire général, M. Chebou Chombiano. Le collectif demande à ses militants, sympathisants, de ne faire aucune déclaration en douane les lundis, mardis, mercredis, dans les différents bureaux que exerce Web Fontaine. Au tout début du projet, et même vers la fin de la phase de sensibilisation, Web Fontaine disait que ces prestations seront de 15 000 francs. Et nous avons constaté que c'est archi faux. Les déclarations, si on éclate l'ensemble des prestations, Web Fontaine, par rapport aux fiches statistiques, la Chambre du commerce prend 4 000 francs, Web Fontaine prend 15 000, la TVA 2850 et les frais de timbre 12 000, ce qui fait 33 850 francs que vous allez partir à la banque d'abord verser avant de venir lever la fiche. Mais là où le bas blesse, souvent cette fiche elle n'est pas obtenue au moment indiqué. Alors que Web Fontaine disait que c'est pour faciliter. Nous allons gagner en temps et en coût. Vous voyez que ce n'est pas juste. Il y a des fiches qui peuvent aller jusqu'à 2 semaines pendant que la marchandise attend au niveau du cordon douanier. Et encore, Web Fontaine dit qu'il faut payer 15 000 francs par déclaration. Seules peut-être les marchandises de moins de 2 millions ne payent pas les 15 000 francs par déclaration. Aujourd'hui, nous sommes à 49 000 francs CFA que nous supportons. Alors que auparavant, on disait que c'est 17 000, 23 000. Donc il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dedans. C'est pourquoi nous rappelons encore à nos militants que lorsqu'une erreur serait produite dans la levée de la fiche, vous reprenez toutes ces dépenses-là encore.
c'est-à-dire les 33 000, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de possibilité de correction. Vous allez encore payer les 33 000 et les 15 000 francs. Il y a d'autres qui ont levé les fiches 2 ou 3 fois. Donc vous payez 33 850 2 ou 3 fois par une simple erreur, même d'une virgule. Donc on peut dire que ça c'est de l'arnaque. Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Donc c'est pourquoi nous demandons à nos militants de respecter la cessation d'activité. Nous sommes ouverts au dialogue. Donc je pense que c'est ce que nous voudrions dire ce matin. Parce que 13 c'est trop. Et nous ne pouvons pas baisser les bras. Et les prochains jours, peut-être que nous allons à une vitesse supérieure. Merci. La saison pluvieuse s'installe progressivement avec la campagne agricole, d'où le lieu de s'intéresser dans cette édition à l'évolution de cette campagne dans la zone de Niamey. D'autres détails avec Zainab Gagara sur les images de Abdul Nasser Abdou. La campagne agricole au Niger s'installe progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Un démarrage qui a permis aux agriculteurs dans le pays de semer du mil et du haricot. Comme annoncé par la Direction nationale de la météorologie, une forte pluviométrie est prévue cette année. Force est malheureusement de constater dans la région de Niamey une rareté des pluies. Y a-t-il d'évolution à la campagne agricole? Cette situation pluviométrique répond-elle aux attentes des agriculteurs? Nous semons des haricots. Les haricots, c'est maintenant même, nous l'avions semé. Et le mil, ça fait à peu près 3 semaines. Bon, cette année est mieux que l'année passée, selon moi. Nous utilisons l'engrais traditionnel parce que ça dépasse l'autre engrais chimique. Nous supposons. C'est entre les semis du mil que nous mettons les haricots. À noter que les perspectives agricoles au Niger cette année sont bonnes dans plusieurs zones agricoles. Pendant cette édition du programme Niamey-Niala, plus précisément de certaines infrastructures routières dont la route de Niamey-Niala. Suivez ce constat de S. Adamou et Abdel Nasser Abdou. Contrairement à certains constats dans la capitale nigérienne qui vous laissent croire que vous êtes au cœur de Paris face aux constructions de certaines infrastructures dont celle du pont général Seyni Kounché qui est une initiative salutaire et réussie. Certains programmes spécifiques et pleins d'ambition pour la modernisation de cette capitale nigérienne semblent un échec pour ses initiateurs. Il s'agit de certaines infrastructures routières du programme Niamey-Niala ou Ville Coquette. À l'heure actuelle, que devient la voie dite Niamey-Niala? Nous sommes ici présentement sur la voie Niamey-Niala, comme vous le constatez vous-même. Niamey-Niala, carrément, c'est un programme qui a été bafoué. Ici, là où je suis, là, vous avez l'impression c'est comme s'il n'a jamais existé un goudron. Mais ici, on est sur une voie goudronnée. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est une voie goudronnée. Cela veut dire qu'en réalité, la volonté n'était pas de faire une voie à long terme. Ils avaient autre chose derrière ça. Comme vous le constatez, chacun laissé dans ce pays aussi. Les laisser dans ce pays comme vous truc, c'est un problème où ils construisent juste pour avoir quelques sous. Aujourd'hui, si on vous dit le montant qu'avait servi pour la construction de cette voie-là, vous n'allez pas imaginer. Cette voie de combien de kilomètres, je pense, qui prend source au niveau de CG25 et qui finissent au niveau du rond-point Escadrille, à peu près une vingtaine de kilomètres, au maximum de les 10 milliards.
Mais aujourd'hui, comme vous entendez les montants qu'avait mettre le système pour faire cette fois, c'est autre chose. Donc cela veut dire en réalité, ils font juste pour avoir quelque chose, mais pas pour servir le peuple, pas pour servir le pays. Les entreprises qui recrutent pour faire ces voies-là, en réalité, c'est un truc réglé à l'amiable. Ça n'a rien à voir avec la réalité, madame. Ils l'ont construit en 2012, ça fait de cela 10 ans. Impraticable dans son intégralité, madame. Impraticable parce que là, vous constatez, c'est comme si, même si c'est latérite, ça n'a pas la valeur d'une latérite. Ça. Ils l'ont construit en 2012, à 2015, il n'y a même pas de voie. La construction de la voie Niamey-Niala est une gigantesque perte pour le pays comme le Niger, affirment certains riverains de cette voie. D'où le lieu d'interpeller la conscience des décideurs politiques à faire des constructions de qualité et à des lieux étudiés par des spécialistes du domaine. Le redéploiement de la force Barkhane au Niger continue. Après le Mali, les forces françaises s'installent progressivement au Niger pour prêter main forte à l'armée nigérienne. Suivez plutôt ce reportage de France 2 dans l'actualité inter-nigérienne. Sur la base française de Niamey au Niger, à côté des véhicules blindés s'empilent désormais des milliers de containers. Il en arrive des dizaines chaque jour. À l'intérieur du matériel militaire, des armements, des pièces de rechange et tout l'équipement pour faire vivre un régiment entier. Ces containers arrivent du Mali, de la ville de Gao, 450 km au nord de Niamey. Là-bas, l'armée française est en train de fermer sa dernière base dans le pays, dans un contexte ultra tendu, de nombreuses attaques djihadistes et un sentiment anti-français en forte hausse. 2 à 3 convois routiers par semaine partent de Gao pour Niamey et au moins 2 avions cargo par jour. Un déménagement XXL. On a ce challenge à relever de terminer ça pour la sortie du Mali pour le 17 août prochain. Et on va y arriver. Pour sécuriser ce déménagement, en plus des blindés au sol et des hélicoptères, des Mirage 2000 et 6 drones Reaper sont prêts à décoller en permanence. Avec leurs bombes de 250 kg guidées au laser, ils survolent les convois et interviennent directement en cas de menace. Quasiment tous ces moyens sont en passe d'être regroupés ici à Niamey, qui devient le centre nerveux de cette opération Barkhane. Ça permet de rayonner rapidement sur toutes les zones d'importance pour l'opération. Donc d'être ici implanté à Niamey avec cette réarticulation, on va gagner en rapidité. Cette nouvelle stratégie concerne aussi les missions au sol. Ces 300 légionnaires qui viennent d'arriver de Nîmes ne resteront pas à Niamey. Ils vont être les premiers à être déployés en permanence sur le terrain, au nord de Walam, pour prêter main forte à l'armée nigérienne afin de contenir les djihadistes qui lancent des attaques depuis le Mali. Les soldats français sont ainsi placés sous commandement nigérien. C'est ce que le général Hervé Pierre appelle un partenariat de combat, un changement de philosophie totale pour l'opération Barkhane. La philosophie générale de notre engagement, c'est bien d'être intégré dans la manœuvre, intégré dans la conception, mais de laisser celui qui est en charge d'assurer sa propre sécurité prendre les décisions. On a pris en compte aussi certaines erreurs peut-être qui avaient été faites au Mali. Je ne parlerai pas d'erreurs parce que les situations sont complètement différentes et les conditions du moment conduisent en fait à avoir une certaine forme, une certaine attitude à faire évoluer l'opération. Il y a pourtant une leçon qui a été tirée des erreurs du Mali. Ici au Niger, la France est bien décidée à gagner les cœurs des habitants. Dans ce convoi escorté par l'armée nigérienne, se trouvent plusieurs représentants de l'Agence française de développement. Ici, non loin des zones de combat, l'AFD finance des dizaines de projets pour des dizaines de millions d'euros. Voici par exemple un marché à bestiaux payé par la France. Apporter le développement économique pour ne pas laisser les groupes djihadistes occuper le terrain.
C'est des territoires qui ne peuvent pas être laissés aux mains des djihadistes. En fait, s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas de l'administration, s'il n'y a pas d'emploi, le territoire il est ouvert. Donc bien sûr, ça devient une priorité. Et pour les autorités nigériennes, cette manne financière est une aubaine. Le Niger a tout à gagner, absolument rien à perdre. Nous avons le même ennemi. Et donc, il se peut que sur d'autres plans, nous ayons des contradictions, mais pour le moment, en ce qui concerne le djihadisme, nous avons le même ennemi. Plus d'argent, plus d'investissement et moins de soldats visibles en première ligne et qui ont parfois pu être perçus comme des forces d'occupation. La France a transformé son retrait précipité du Mali en opportunité pour revoir complètement sa stratégie ici, au Sahel. Suite de cette édition, TV5 Monde, à travers son envoyé spécial, a réalisé un reportage par rapport à la visite des ministres français, notamment celle des Affaires étrangères et celui des armées. Suivez plutôt Ousmane Indiaye de TV5 Monde. Ici donc à Niamey s'est achevée la première visite en Afrique des deux nouveaux ministres français en charge de l'épineux dossier du Sahel. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, et Sébastien Lecornu, ministre des Forces armées. Alors que retenir de ce baptême du feu? Alors première chose, le Niger devient le pays clé du dispositif français au Sahel, du dispositif militaire. Les deux ministres de la Défense ont convenu d'un calendrier pour redéfinir précisément les axes du redéploiement, calendrier et propositions qui seront soumis aux deux chefs d'État pour validation. Deuxième chose importante, la France a tenu à réaffirmer que l'aide au développement sera un des piliers importants de la nouvelle approche, de la nouvelle politique au Sahel. À l'issue de cette visite, le ministre nigérien des Affaires étrangères a bien voulu nous recevoir ici derrière moi au ministère des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'il nous a accordé. L'approche française, c'est de demander aux partenaires leurs besoins. Quels sont les besoins du Niger? Non, la question ne se pose pas en ces termes. La question se pose en termes de comment voyons-nous ensemble, dans notre partenariat opérationnel, ce que nous devons faire ensemble. Quelles sont les leçons que nous avons tirées? Donc on s'adapte sans cesse, aussi bien les Français que nous. Il s'agit de s'adapter compte tenu des leçons tirées des expériences passées. C'est-à-dire s'adapter? S'adapter parce que nous avons une expérience, les Français ont leur expérience au Mali, nous avons notre expérience ici, donc il y a un retour d'expérience qu'il faut toujours exploiter. Et donc on s'adapte en tirant les leçons. Est-ce qu'on peut savoir ces leçons? Quelles leçons, par exemple, avez-vous tirées de la décennie d'intervention française au Sahel? Au Sahel, d'abord, les leçons, enfin ça c'est pas les leçons, je parle des leçons opérationnelles tout à l'heure. C'est ça, ils vont en discuter et le format sera dégagé après les discussions entre les deux états-majors. Le Niger est en train de devenir un des pivots de la nouvelle stratégie française dans un contexte de critique, dans un contexte de rupture, dans un contexte de montée des autres partenaires. Ne craignez-vous pas d'être incompris? Les autres partenaires. La Russie, par exemple, au Mali, la France quitte le Mali. Au Mali, il y a des mercenaires qui sont au Mali. Je ne pense pas que cela change la donne stratégique. Par contre, ce que ça change, c'est qu'effectivement, nous n'acceptons pas de travailler, et les Français aussi, de travailler avec des éléments hétérogènes dans le combat contre le terrorisme. Voilà la seule donne. Donc par conséquent, le Niger pivot, mais le Niger participe d'une stratégie régionale. Il n'y a pas de stratégie française. Il y a une stratégie régionale et la France s'aligne sur cette stratégie régionale et nous avons une stratégie en commun pour vaincre. Est-ce que ne craignez-vous pas que le Niger soit une solution de repli stratégique pour la France? Qu'est-ce que ça veut dire repli stratégique pour la France? Je vous ai dit... Ce n'est plus au Mali et que les Maliens ont rompu avec la France, notamment militairement. C'est ça que nous disons que parce que les Français ont quitté cette zone du Mali, il y aura un vide sécuritaire qui fera augmenter la menace sur le Niger. Nous, notre devoir en tant que gouvernement du Niger, le devoir du président de la République, c'est d'assurer la sécurité des populations nigériennes. Et par conséquent, toute entreprise, tout apport qui renforce les capacités de défense de notre pays et de protection de nos populations est la bienvenue. Est-ce que ce nouveau dispositif, cette nouvelle configuration ne marque-t-elle pas la fin du geste Sahel?
Non. C'est deux choses complètement différentes. Le problème du G5 Sahel, c'est que il a été construit autour du Mali. C'était le foyer du terrorisme, c'était le Mali. À l'époque où le G5 avait été créé, en 2014, il n'y avait pas de débordement du terrorisme sur le territoire nigérien, encore moins sur le territoire burkinabé. Donc c'était ça, mais il y avait anticipation. Le G5, si vous voulez, une anticipation de la situation créée au Mali. À partir du moment, donc, quand cela a été créé, le Mali, on n'a jamais pu avoir une force du G5 qui était opérationnelle, que le Mali ait quitté ou pas. Dès lors que ça ne va pas au Mali, dès lors qu'il n'y a pas de souci d'occupation du terrain, dès lors qu'il y a une discontinuité au Mali, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un G5 qui puisse fonctionner. Donc le G5 Sahel est un échec? Oui, je peux dire que c'est un échec. Comment réagissez-vous à ces 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés sous l'accusation de mercenariat? Conséquence, tous les vols de l'ONU et de la MINUSMA ont été arrêtés. Bon, c'est un épisode de plus. À chaque fois, on a un événement qui est créé et puis qui focalise peut-être l'attention. Oui, c'est un épisode grave, mais ils ont habitué les gens à un épisode qui permet de mobiliser peut-être une fraction de la population. Personne ne considère que s'il s'agit de mercenaires. Personne ne pense que les soldats ivoiriens sont des mercenaires. Personne n'y croit. Maintenant, la question de la rotation des soldats, ça c'est, je vais dire qu'il faut, ce que nous appelons la MINUSMA et les différents partenaires du Mali, a beaucoup de sérénité pour ne pas tomber dans des provocations. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Évidemment, notre position, c'est que nous ne considérons pas que les soldats ivoiriens soient des mercenaires. Nous n'avons pas de preuve quelconque, bien au contraire. Voilà. Monsieur le ministre, merci. Merci de nous avoir reçus. Merci. Le reportage de ce journal nous amène dans la région d'Agadez. Là-bas, beaucoup de migrants venus de la sous-région ont subi les tracasseries routières avant même de rejoindre le carrefour migratoire. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication, mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec l'AJC Niger. Très bonne réception et bon week-end à tous. C'est le 25 mai 1979 qu'avait été adopté à Dakar, au Sénégal, le protocole garantissant la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement au profit des ressortissants de la CEDEAO résidant dans un des pays membres. Mais dans la réalité, cette liberté de citoyen n'est pas du tout respectée, parfois même avec ceux qui sont à règle. Les organisations qui travaillent sur cette question sont fermes sur ce constat. L'article 2 de ce protocole dispose que les citoyens de la communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des États membres. Ce protocole a également prévu la suppression des visas entre les États membres. Donc la libre circulation des biens et des personnes. La libre circulation des biens et des personnes veut dire que les États membres entre eux, les citoyens d'un État membre peuvent circuler librement dans l'autre État membre sans problème, sur présentation d'une simple carte d'identité. Sur présentation d'une simple carte d'identité, parce que au niveau de ce protocole, il y a eu la suppression des visas entre ces États membres. Donc c'est directement ici la carte d'identité. Avec la carte d'identité, la personne peut voyager librement entre les États membres. Nous constatons que, bien qu'il y a ce protocole dont notre État fait partie, vraiment les migrants sont inquiétés et les citoyens des autres États membres de la CEDEAO, quand ils viennent au Niger, il y a là où ils sont inquiétés, au niveau de certains postes de police. Parce que nous constatons, si vous allez voyager dans le bus, vous allez voir que les gens, des fois, ils sont vraiment inquiétés. Ils présentent leur carte d'identité, mais malgré ça, il y a des difficultés pour leur passage. On essaie de sensibiliser donc les agents d'application de la loi relativement vraiment à ce qui se passe, parce qu'ils doivent se conformer à la loi. Donc c'est un protocole qui est là, et ils doivent se conformer pour que vraiment les gens ne soient pas inquiétés s'ils présentent
simplement leur carte d'identité lors du contrôle des pièces d'identité. Originaire de la Côte d'Ivoire, Benoît témoigne avoir été raquetté plusieurs fois au niveau des différents postes de contrôle entre Niamey et Agadez. Il évalue le montant du racket à quelques 50 000 francs CFA. Niger là, c'est de Niamey à Agadez là, quand il venait, on nous a fatigué sur la route un peu, sinon quand on réussit qu'on rend, bon, tu payes 10 000 et puis tu passes parce que tu n'as pas de pièce. À la sortie de Niamey là, on a payé 1500. On nous a donné un petit papier. Bon, on a trouvé les deux cordons. Dans les deux cordons là, quand tu montes le papier là, tu passes, tu payes rien. Bon, à part ça aussi, chaque cordon, tu payes 10 000 avant de passer. Même à la rentrée de Agadez ici, il y a un cordon là, et il dit 15 000. On a demandé pardon jusqu'à et puis, bon, ils ont fait ça 10 000. Donc on a payé les 10 000 passés, rentrer à Agadez ici. Passant par le Niger, de la Côte d'Ivoire en direction d'Algérie, Maxime est arrivé à Agadez avec les poches vides à cause, dit-il, des tracasseries des postes de contrôle des pièces d'identité au Niger. C'est ainsi que Maxime décida de séjourner à Agadez jusqu'à l'obtention des documents de voyage pour une migration régulière avant de continuer son chemin. Pour le moment, il est toujours ici encore avec des petits travaux que je fais avec les petits restaurants et encore avec les ONG qui sont là. Et aussi avec aussi pour sensibiliser aussi les frères qui viennent aussi, qui n'ont pas eu les informations clés avant de venir. Ce qui m'a motivé à choisir la voie légale, y compris ce sont les dangers même qui sont sur la voie, dans le Sahara. Et bien en Libye aussi, que les gens qui m'appellent beaucoup d'hommes en Libye, qui m'appellent aussi des personnes dans le Sahara aussi. C'est ça même qui m'a beaucoup changé l'idée de prendre la voie légale. Dr Chehou Azizou, coordinateur d'Alarme Fond Sahara APS, s'est dit écœuré de voir que c'est à l'intérieur du Niger, pays membre de la CEDEAO, qu'il est demandé aux migrants de cet espace de rebrousser chemin. La ville d'Agadez, si vous avez une vue globale du Niger, je voudrais qu'Agadez, comparé à Niamey, est au milieu du Niger. Or, chose curieuse, c'est ici que toutes les mesures répressives concernant la migration sont appliquées. Il n'y a pas, on ne dit pas par exemple qu'un migrant du Nigeria, du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, qui ne doit pas traverser la frontière, mais c'est quand il quitte Niamey, Maradi, Zender, en direction d'Agadez, que toutes les mesures de dissuasion lui sont appliquées, comme si, dès qu'il vient à Agadez, il est arrivé au cœur de Paris, ou au cœur de Berlin, ou je ne sais pas, au cœur de Rome. Alors, nous sommes dit, mais écoutez, là, il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Si on devait contrôler le mouvement migratoire en direction du nord, on aurait dû le faire à la frontière nigérienne. Dire aux autres transporteurs de ne pas amener des migrants au Niger. Mais ce n'est pas à Agadez seulement qu'on va dire non, il faut bloquer le mouvement des personnes vers le nord. Mais pourquoi? Ici, de tout temps, Agadez avait servi d'endroit de prédilection pour beaucoup de touristes amoureux de la nature, amoureux du désert. Par le passé, le transport se faisait par à dos de chameaux. Avec le temps, l'évolution technique, aujourd'hui c'est avec des 4x4 et que le tourisme se faisait. À un moment donné, avec l'insécurité qu'on a connue dans les années 90-2000, alors le tourisme a vu vraiment son élan ralenti. Finalement, c'est la migration qui a commencé et la migration se faisait de façon régulière où les passagers, les candidats à la migration passaient dans les gares officielles où ils sont enregistrés, les camions sont enregistrés, ils payent des taxes, ils prennent la même direction. C'est des convois de 150, 200, 250 camions qui faisaient des mouvements, mais tout d'un coup, un bon matin, on dit, mais écoutez, il faut contrôler les mouvements vers le nord, parce que, non, écoutez, on a dit que les Sud-Africains sont en train
les gens oublient que en fait, les migrants, beaucoup de migrants, n'ont pas réellement l'intention d'aller en Europe. Leur intention, c'est d'aller en Libye, jusqu'au temps du défunt Muammar Kadhafi, où il y avait la possibilité d'emploi, où ils peuvent faire des économies très rapidement et rentrer après 3-6 mois et aller s'occuper des travaux champêtres ou de l'élevage. Certains vont en Tunisie, certains vont en Algérie, où vraiment la main-d'œuvre était florissante. Mais depuis qu'on a commencé à montrer que l'Europe est une forteresse et qu'il y a le droit de l'homme qui est garanti, il y a la démocratie, mais tiens, et avec la crise d'emploi, les changements climatiques et tout ce que vous pouvez imaginer, comme la mauvaise gouvernance, et les jeunes se disent, mais pourquoi pas alors changer de fusil d'épaule et tenter d'aller vers cette métropole. Il y a une sorte d'injustice qui est appliquée en tout cas aux transporteurs du désert. Parce que c'est leur métier. Ils ont hérité ça de génération en génération. Nous ne sommes pas les gens d'associations qui encourageons la mort ou la souffrance d'êtres humains, mais nous disons qu'on pouvait réorganiser comme ça se faisait par le passé, où les convois, tantôt dont je faisais allusion, étaient escortés par des militaires jusqu'à au moins la localité de Dirkou, ou jusqu'à Arlet, et tout s'est passé normalement. Il y avait moins de morts, moins de disparitions, moins de pannes. Quand on utilisait les deux routes principales, à savoir la route Agadez, frontière Libye, la route Agadez, frontière Algérie. Mais aujourd'hui que ces routes-là sont contrôlées avec la plus grande rivière qu'on peut imaginer, alors le désert du Sahara est très poreux et il y a une route pour se rendre en Libye, ou pour se rendre en Algérie. Et les conséquences sont incalculables. C'est cela qui doit interpeller en tout cas la conscience des décideurs, qu'ils soient décideurs nationaux, sous-régionaux ou même internationaux. J'ai fait allusion aux gouvernants ou aux dirigeants de l'Union européenne qui font pression sur nos États en contrepartie d'un certain montant dont on ne connaît pas la destinée, qui fait qu'ils prennent des mesures draconiennes contre leurs propres ressortissants. Et si vous faites la part des choses, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train de prendre leur vie. Et c'est l'Afrique qui perd. Cela arrive que certains migrants ou certaines migrantes veulent s'installer à Agadez et qu'ils veulent que nous les aidions, nous leur donnons les informations, nous les orientons par exemple vers le service de la ANPE, où ils peuvent en tout cas avoir les informations utiles et qu'ils peuvent déposer leurs qualifications qui leur permettent d'être réputés comme les autres Nigériens. Alors nous faisons prévaloir vraiment l'effectivité de l'espace CEDEAO. Voilà. Mais je ne le cache pas, nous sommes en train en tout cas d'attaquer autant que faire se peut la loi 036-2015. Parce que nous pensons que la loi a des insuffisances et que dans notre entendement, comme pour beaucoup d'organisations de la société civile, ce n'est pas une idée émanant du commun des Nigériens. Donc elle devrait subir un certain toilettage pour la mettre en conformité avec la réalité nigérienne. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre que quelqu'un qui quitte par exemple Gaïa pour se rendre au Djado, on va lui dire non, écoutez, puisque tu vas vers nous, ce n'est pas au Djado que tu vas plutôt à Libye. Non, mais nous disons que la Libye comme l'Algérie, c'est notre espace. Ils ont leur règlement à part. Si ce sont les Libyens ou les Algériens qui disent que non, les ressortissants de l'Afrique subsaharienne ne doivent pas poser leur pied sur leur terre, nous sommes entièrement d'accord, tant qu'ils n'ont pas, par exemple, les visas et autres. Mais ce n'est pas à nous, de l'espace CEDEAO, de jouer aux gendarmes. Tout celui qui a sa pièce d'identité, son document de voyage et son carnet de vaccination, il est libre de circuler à travers les 15 États de la CEDEAO. Nous sommes vraiment écœurés de voir que c'est à l'intérieur du Niger, dans la ville d'Agadez, où il est demandé à des migrants de rebrousser chemin. Sous le fallacieux prétexte que ici, à Agadez, même si certaines oreilles ne veulent pas l'entendre, c'est la frontière de l'Europe. La Commission nationale des droits humains, CNDH, avec d'autres partenaires, font de leur mieux
pour arrêter ces raquettes en sensibilisant les migrants à se procurer des pièces d'identité qui est un devoir avant de jouir de leur droit à la libre circulation. C'est la mission que l'État nous a confiée de sensibiliser ces migrants pour leur faire comprendre que pour effectuer bien leur voyage, ils doivent être documentés. Ça veut dire qu'ils doivent prendre leur document de voyage qui va leur permettre de bien voyager et de bien être dans leurs droits. Parce qu'il y a des devoirs, il y a des droits. Il faut honorer ces devoirs pour bien jouir de ces droits. Et c'est comme ça qu'on essaie à chaque fois de faire des campagnes de sensibilisation. Quand il y a des vagues de migrants qui arrivent ici à Agadez, on effectue le déplacement pour les sensibiliser dans ce sens. La libre circulation des personnes et des biens est un volet fondamentalement prioritaire de l'intégration régionale de l'espace CEDEAO. Cependant, ce protocole n'arrive toujours pas à tenir ses promesses tenues après plus de 40 ans d'application. Une relecture du protocole s'impose pour tenir compte de certaines réalités. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.